Votre film est inspiré d'un fait divers, comme votre film précédent. Qu'est-ce qui vous attire dans le fait divers? Mais en fait, le fait divers ici spécifiquement, je le connaissais depuis longtemps et il ne m'intéressait pas tellement en fait. Jusqu'au jour où le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré le meilleur ami du frère et qui me racontait un peu la vie de ce frère. Et surtout, il y a un détail qui m'a dit, qui m'a bouleversé. Il m'a dit, tu n'imagines pas à quel point il adorait sa sœur. Et je me souviens même de cette phrase, il disait, on ne pouvait pas toucher un cheveu de sa sœur. Et à partir de ce moment-là, ça m'a semblé évident que c'était une histoire incroyable à raconter, parce que c'est très rare alors d'avoir une histoire avec des enjeux moraux aussi forts. On peut penser que, je sais pas, l'amour est au-dessus de tout, et en fait, en certaines circonstances, il y a d'autres forces qui peuvent l'emporter, qui peuvent être au-dessus. Et je savais à ce moment-là que c'était une histoire que je voulais raconter, et que c'était une tragédie grecque que je voulais raconter. C'est même plus qu'une tragédie grecque, puisque les personnages sont littéralement déchirés et même écartelés. Donc on peut y voir une dimension tout à fait religieuse presque. Évidemment que Sacré. oui. Évidemment, sacré, certainement. Mais oui, parce que le mal vient par au-dessus. Je dirais que le responsable, c'est Dieu. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que Zahira n'est pas victime de monstres, mais d'une situation monstrueuse. Et c'est la situation qui est créée par Dieu, Dieu qui n'intervient jamais. Et tout le monde est écartelé, évidemment, puisque Zahira est écartelée entre ses aspirations légitimes de liberté et l'amour qu'elle a pour sa famille. Et chacun des membres de la famille est évidemment écartelé entre cet amour pour cette fille, cette sœur, et l'obligation du respect de la tradition. Et quand je dis que c'est vraiment le drame vient par au-dessus, par Dieu, c'est même évoqué dans un plan qui est un point de vue, qui est donc un top shot absolu. C'est donc le point de vue de Dieu, Dieu qui n'intervient pas. C'est 3 fois dans la cage d'escalier. La première fois parce que le dialogue entre le frère et la sœur, à ce moment-là, dit tout. La deuxième fois, c'est parce que quand Zahira monte, chacun sait que si elle continue de monter, la fin est au bout, mais Dieu n'intervient pas. Et à la fin, Dieu n'est jamais intervenu, ce qui est un peu sa définition d'ailleurs. Donc vous êtes tout à fait d'accord avec l'idée de Woody Allen que si Dieu existe, il nous doit des excuses. Oui, il a intérêt à avoir de bonnes excuses. Ça, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on est en train de subir, c'est évident que oui, la phrase de Woody Allen fonctionne. Fonctionne pas mal. Est-ce que c'est une histoire qui s'est répétée plusieurs fois? Pourquoi avoir choisi celle-ci spécifiquement? À cause de la relation entre le frère et la sœur, et à cause du fait qu'à partir du moment où c'était une famille aimante, c'était extrêmement intéressant à raconter. Ce qui aurait été dramatique, je trouve, ça aurait été de faire un film avec une lecture des bons et des méchants. Je n'aurais pas voulu que ce soit une jeune fille qui veut s'enfuir. Ce serait une histoire d'évasion comme on en a déjà eu plein. Ce qu'elle veut, c'est à la fois sa liberté et l'amour de ses geôliers. C'est très important qu'il y ait les deux. Et puis surtout le fait que c'est une histoire qui s'est passée à côté de chez moi. C'est une histoire belge. Zahira est belgo-pakistanaise. Moi-même, je suis belge. Je dirais que symboliquement, c'est ma sœur. Et il se fait que quelqu'un qui a bien connu Sadia, Sadia, c'est le vrai personnage. Zahira, c'est le personnage de fiction. Quelqu'un qui connaissait très bien Sadia m'a dit « Je pense que ce film, c'est sa vengeance ». C'est quelque chose qui m'a énormément touché quand j'ai entendu ça. Qui est devenu le frère dans la réalité? Dans la réalité, le frère est en prison. Il est toujours Donc la justice a agi quand même. Oui, la justice a agi et il est en prison. Et les parents? Aussi. Ils sont en prison aussi? Oui, ce qui effectivement peut apparaître surprenant quand on voit le film, mais on ne peut jamais juger de la culpabilité d'êtres humains qui ont réellement existé en utilisant un film de fiction. Un film de fiction permet de raconter absolument tout suivant le point de vue du réalisateur. Et on ne peut pas juger de la culpabilité réelle des parents en regardant le film, évidemment. Ce qu'il y a, c'est que le film ne juge jamais ces personnages. C'est une des choses les plus intéressantes du film, d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas une détestation des personnages, vous n'avez pas un jugement sur les personnages, vous les laissez littéralement dans le récit libre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Mais c'était le parti pris premier du film. C'est-à-dire que moi, je pense que le plus important quand on pose un geste artistique, quel qu'il soit, et particulièrement un film, c'est d'avoir un point de vue. Je dirais, pour faire court, je dirais que si une œuvre d'art n'a pas de point de vue, ça ne vaut même pas la peine de sortir de son lit, il ne faut pas y aller. Il faut que l'artiste ait un point de vue. Je ne crois qu'en ça, fondamentalement. Mais un point de vue, ce n'est pas le jugement moral. Le jugement moral, je trouve que ça appartient au spectateur. Moi, ce que j'espère, c'est faire des films qui laissent le spectateur intelligent et libre. Et donc, je pense que chacun jugera en fonction de son vécu, de ce qu'il est, de ses valeurs, etc. Moi, en tant que spectateur de noces, j'ai un jugement moral.
Mais en tant qu'artiste qui réalise, qui écrit et qui réalise Noce, je dois porter un point de vue, et notamment celui qui était le mien, c'était de toujours essayer de comprendre chacun des personnages. Comprendre ne veut pas dire excuser, comprendre, enfin ça n'a rien avec le jugement, c'est autre chose. Comprendre ne veut pas dire revendiquer ou assumer, pas du tout, c'est seulement comprendre. Et j'aime beaucoup cette idée que quand on est scénariste et qu'on écrit les dialogues du personnage, on essaie toujours d'avoir raison pour le personnage. Ça me semble très très important. Je pense que à partir du moment où on écrit et que donc on se substitue à la parole de quelqu'un, il faut être au maximum ce quelqu'un, et je pense qu'il doit toujours avoir raison. Et puis j'aime bien la phrase de Renoir, qui, moi elle a déjà été utilisée à toutes les sauces, mais je pense qu'elle est quand même très vraie, c'est cette idée que il n'y a jamais de méchant. Enfin, Renoir disait il n'y a jamais de méchant dans mes films parce que chacun a toujours ses raisons. Je crois très fort à ça. Je pense que c'est très très juste. Il disait même aucun cheval n'est totalement noir, il y a toujours quelques grains blancs. Mais je suis persuadé de ça, et je dirais même que si il y avait des personnages qui ne sont que noirs, alors ils ne m'intéressent pas. C'est encore plus fort d'ailleurs, excusez-moi, mais je pense que c'est un cran au-dessus. On a l'impression que vous éprouvez de l'amour pour vos personnages, tous. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est très inattendu. Oui, et c'est marrant parce qu'on ne me l'avait jamais dit comme ça. Et en fait, je suis d'accord. Je pense que le seul personnage que je n'aime pas, c'est le proviseur d'école. C'est le seul, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, tu es le seul salaud. Mais il était important que quelqu'un fasse une remarque raciste. Parce que je déteste quand il dit, oui, dans notre pays, mademoiselle, les gens ne se battent pas dans la rue. Il fallait ça parce qu'une jeune fille comme Zahira est exposée au racisme. Ça aurait été ridicule que parce que je voulais, entre guillemets, donner sa chance à tout le monde, elle ne soit pas exposée à ça. Donc c'est le seul personnage. Mais sinon, oui, évidemment. Oui, évidemment. Par exemple, le personnage le plus dur à mes yeux, c'est le personnage de la mère. Et c'est elle qui m'émeut le plus dans cette scène pourtant toute simple où, quand sa fille est revenue, elle va doucement la nuit et espérant lui donner un bisou que sa fille ne pourra même pas sentir parce qu'elle est en train de dormir. Vous avez, m'a-t-on dit, pris une conseillère sur le plateau. Oui. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé et pourquoi avoir pris une conseillère. En fait, c'était... Donc, moi, je suis belge. Sans blague. Oui, et Zahira, oui. Et Zahira est belgo-pakistanaise. Donc, il y avait quand même une moitié du chemin qu'il fallait... Oui, mais belge, c'est déjà une identité déchirée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben oui. Ne croyez pas si bien dire. Ben oui. Et ben voilà. Et donc, peut-être que ça m'a aidé d'ailleurs, en plus. Mais non, c'était très important que... Je voulais être irréprochable du point de vue de la culture pakistanaise. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise « ça, c'est pas comme ça que ça se passe, ça, c'est pas juste ». Donc, tout ce qui était au niveau de la dramaturgie, j'étais libre de tout. Tout ce qui était au niveau de l'histoire, j'étais libre de tout. Mais par rapport à des codes, à des traditions, à des coutumes, c'était très important d'être juste. Mais ça va très loin, notamment comment une jeune fille pakistanaise s'adresse à son père, par exemple. Je voulais être précis par rapport à ça. Et donc, il y avait Ira, qui était là tout le temps, qui a lu le scénario, qui était là en permanence, et qui est quasiment la première personne qui a vu un montage très avancé du film. Et elle a tellement pleuré à la fin du film que je crois qu'on ne l'aurait pas récupéré. C'était très émouvant pour tout le monde. Elle a vu le film seule, et puis quand elle est sortie, elle était dans mes bras, elle a pleuré tout le temps, et elle trouvait le film magnifique. Et je lui ai demandé est-ce qu'on s'est trompé sur des trucs, et elle m'a dit sur rien. Et ce qui m'a le plus touché finalement, c'est que bizarrement, c'est dans les pays musulmans que les projections les plus émouvantes ont eu lieu. C'était au Festival de Marrakech, c'était une salle de 1500 personnes. Les gens applaudissaient pendant et j'ai plein de gens très 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 émus. Et là, au Festival d'Istanbul, il y a eu 2 projections, c'était très 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 étonnant, très touchant. Et à la deuxième, je suis à l'extérieur avec la distributrice et puis il y a la porte du cinéma qui s'ouvre, mais juste avant la fin. Je dis, c'est vraiment bizarre. Et il y a une dame qui vient vers moi et qui me dit, écoutez, je suis obligé de sortir, il va la tuer, c'est ça? Et je dis, oui, je ne pourrais pas le supporter, mais le film est magnifique, magnifique. Et puis elle parle en turc à la distributrice et elle commence à pleurer. Et en fait, je crois qu'on a touché quelque chose de juste, en fait, je le pense. Bah, d'où l'émotion. C'est ça. Un film entièrement basé sur l'émotion, Entièrement. qui jaillit à la fin comme un torrent. Enfin, Mais c'est exactement ça. Cette conseillère est intervenue sur quoi exactement? Surtout. C'est-à-dire que les costumes, les décors, quand est-ce que ça parle ourdou, quand est-ce que ça parle français, ça c'était très important. Oui. Parce qu'en fait, nos coproducteurs pakistanais ont particulièrement félicité nos 2 acteurs principaux, parce que c'est exactement ça. Les acteurs principaux, comme les héros de la vraie histoire, sont nés en Belgique,
parlent le français la majeure partie du temps, leur langue maternelle c'est le français, mais ils parlent aussi le ourdou avec un léger accent francophone, ce qui était le cas de mes acteurs. Donc ça c'était vraiment juste, parce qu'ils parlent français vraiment tout le temps. Et effectivement ça devient ourdou quand c'est des sujets sensibles, des sujets de tradition, ou un peu comme tous les adolescents, quand ils préfèrent parler d'une langue qui n'est pas comprise des autres. Donc évidemment c'est très pratique pour un frère et une sœur de commencer à parler l'ourdou quand il y a des gens... Voilà, j'imagine que c'est même un plaisir, quoi. Donc là, par rapport à ça, elle donnait son avis et elle était très, très, très motivée par rapport au film. C'est un truc, elle m'a fort touché, elle m'a dit, jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais beaucoup de respect pour tous ceux qui font des films parce que je ne savais pas que c'était autant de boulot. C'était marrant que c'était ça sa conclusion. Vous avez eu du mal à vous faire une place au cinéma? Pas tant que ça. À la limite, le mal que j'ai eu à me faire une place, c'est le mal que je me suis infligé moi-même. Parce que je pense que je ne me suis pas autorisé assez vite d'être réalisateur de films. J'ai un peu tourné autour du pot. Oh, quand même, vous avez fait 3 courts-métrages, 3 longs-métrages. C'est quand même... Bon, enfin ça, j'ai presque 90 ans aussi, donc... non, non, je suis très, très admirateur des cinéastes qui font un film par an. Moi, je pense que ça, c'est ça qu'il faut. C'est parce que vous avez un autre métier? Oui, mais non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'écris trop lentement. Parce que je n'ai pas un rythme de travail. Non, c'est des mauvaises excuses, ça. C'est pas vrai. Non, parce que c'est autre métier. D'abord, j'ai toujours adoré regarder des matchs de foot, j'ai toujours adoré faire ça, et c'est pas à cause de ça, non. C'est autre chose. Là, maintenant, je veux accélérer le mouvement. Je pense en fait que le plus important, c'est faire. Je crois que le secret, c'est faire. Il n'y a que ça qui compte. Mais vous avez été, si je ne m'abuse, vous avez été critique de cinéma dans une vie antérieure. Oui. Voire intérieure. Oui, les deux. Qu'est-ce que ce métier vous a appris pour l'exercice de votre métier actuel? Tout, j'ai adoré faire ça. Alors, je précise, j'ai été critique de cinéma un petit peu, mais j'ai beaucoup fait des interviews. Et je pense vraiment que c'est ce pourquoi je suis le plus doué. Enfin, je pense vraiment, j'adorais faire ça, je le faisais très bien. J'ai commencé très très jeune et j'ai rencontré vraiment... je trouvais que j'avais le plus beau métier du monde. Je voyais des films, et puis après je rencontrais ceux qui les avaient faits. Donc j'ai interviewé... Et vous étiez payé pour? Et j'étais payé pour. Non, c'était miraculeux. Et je continue encore aujourd'hui de trouver que c'est un métier génial. Vraiment, j'ai interviewé Sergio Leone en tête-à-tête pendant 2 heures. J'étais très jeune à l'époque, j'étais jeune journaliste, même étudiant. Je me souviens de trucs. Un jour, je vais voir un film dont je ne connais rien. Je connais que le titre. Ça s'appelle Brasil. Je pense que ça se passe au Brésil, ça vous dit si je n'ai pas réfléchi. Et je vais voir Brasil un matin. Je trouve ça extraordinaire. Je suis dans tous mes états. Je sors. L'attaché de presse me dit exactement ceci. Luc Honoré du journal Le Soir est malade. Est-ce que tu veux le remplacer pour déjeuner avec Terry Gilliam? Je trouvais ça extraordinaire. C'est pas le client le pire, hein, Terry Gilliam. Il est extraordinaire. Je l'adore. Extraordinaire. J'ai des dessins de lui, j'en ai plein. Je l'ai interviewé plein de fois. Et donc, j'ai un dessin de Brésil, j'ai un dessin du baron de Munchausen. Mais donc, voilà, tout ça pour vous dire que... quelle façon géniale d'apprendre. Je veux dire, en fait, moi, je suis un vrai cinéphile dans le sens premier du terme. C'est que j'adore le cinéma, j'aime ça, je suis très bon public. Alors, il y a des films que je n'aime pas du tout, évidemment, mais quand même, il y a beaucoup plus de films que j'aime, qui trouvent grâce à mes yeux, que des films que je n'aime pas. Et alors, j'ai interviewé Michael Mann, j'ai interviewé David Lynch, j'ai interviewé Coppola. Vous ne citez que des Américains, là? Absolument. Je pense que les meilleurs cinéastes sont américains, excusez-moi. Non, les Belges sont pas mal. C'est gentil. Enfin, c'était peut-être pas pour moi. Oui, ça, je suis d'accord, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Oui. Évidemment que oui. J'ai beaucoup d'admiration, et parenthèse, pour des cinéastes qui, en Belgique, sont critiqués. Je trouve ça très énervant. J'adore les frères Dardenne et j'aime beaucoup Joachim Lafosse. Je trouve que ce sont des cinéastes importants, évidemment. Oui. Et comment vous êtes venu à ce métier? Un peu par hasard, j'ai fait un court-métrage sur la boxe qui s'appelle Shadowboxing, qui était produit par un pote. On n'avait pas de scénario et le film, par bonheur, a gagné le grand prix du Festival Média 10-10 à Namur, où il était projeté pour la première fois. Et l'un des membres du jury était le programmateur de Clermont-Ferrand. Et donc à Clermont-Ferrand, il était beaucoup vu. Et il était vu par Michael Goldberg, qui allait devenir mon producteur, qui m'a contacté. Moi, je pensais que c'était un one-shot, et puis on a fait un deuxième court-métrage, et puis on a fait... Mais ce goût du cinéma, vous est venu en famille? Vous est venu de quelle manière? Tout immédiatement. Je peux être hyper précis. Quand j'étais enfant, le mercredi après-midi, avec mon meilleur pote... À Molenbeek? Voilà.
C'était Mama Scarbeck, parce que j'ai fait des infidélités à Molenbeek, mais c'est le même genre. Et donc, l'idée, c'était que le mercredi après-midi, s'il faisait beau, on allait patiner. S'il faisait mauvais, on allait au cinéma. Et lui, évidemment, était désespéré quand il faisait mauvais. Et moi, j'étais ravi quand il faisait mauvais. Voilà. Et vous vous souvenez de films que vous avez vus à cette époque-là? À fond. Spartacus, Laurence d'Arabie. Ça, c'est les deux... Pas les pires. Ah non, non, là, mais ça, c'est vraiment Spartacus et Laurence d'Arabie. Ça, c'est les films de mon enfance, vraiment. Et en fait, dans mon école, il y avait un cinéma qui s'appelait le Familia. Et il passait, donc c'était le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et donc il y avait Spartacus, Laurence d'Arabie, il y avait Ben-Hur, il y avait La Grande Vadrouille, etc. Il y avait le film des Charlots aussi. Une question qui est intrigante, c'est comment on produit un film avec un coproducteur pakistanais? Alors, c'est en fait une idée très juste d'emblée de mon producteur Michael Goldberg, qui disait, plutôt que de demander le avis à des Pakistanais, trouvons un coproducteur pakistanais parce que lui nous dira la vérité, nous dira exactement comment ça se passe et si le film est juste. Et donc on a contacté des Pakistanais, on a fait traduire le scénario en anglais parce qu'il parlait anglais, on aurait pu le traduire en ourdou d'ailleurs, on était un peu con pour le coup. Enfin bref, il y avait une version anglaise qui existait. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que tous les Pakistanais connaissent cette problématique d'amis ou de membres de la famille qui ont des enfants nés en Occident et qui sont confrontés à cette problématique. Et vous devez savoir qu'il y a un énorme questionnement par rapport à ça, parce qu'effectivement, la tradition est défendue, évidemment, mais pas le meurtre, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la loi a évolué, d'ailleurs, au Pakistan. Il y avait une loi qui disait que, en cas de... Si la motivation d'un crime est l'honneur, c'est une circonstance atténuante. Maintenant, plus. Indépendamment du film, ça n'a rien à voir. Mais nos coproducteurs, en fait, je pense, voulaient défendre le point de vue qui était le nôtre. C'est bizarre parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'est le cinéma pakistanais, donc on ignore qu'il y ait... Non mais voilà, donc on ignore totalement qu'il y a des producteurs pakistanais. Exact. Mais pourtant, il y a un cinéma qui s'appelle le Nollywood, donc il y a Bollywood, évidemment, que tout le monde connaît. Et ben, c'est Nollywood à Karachi. Et en fait, dans Nos, il y a un extrait de film pakistanais qui a été trouvé par nos coproducteurs. Mais j'adore, c'est tellement pas nous, c'est tellement, enfin, les effets stroboscopiques, enfin des trucs qui se fait pas au cinéma, qui se fait dans des clips, etc. Et ça m'a énormément plu. En plus, il y a plein de films comme ça où c'est l'homme qui jette des billets en l'air. Enfin, c'est un cinéma très décoratif et très musical. Je ne connais pas votre film. Pas du tout, c'est le contraire. C'est une façon absolument. Mais il y a de la couleur, il y a de la couleur. Oui, ça on en parlera. Mais il y a quand même... Mais vraiment la couleur assumée, je veux dire, forte, présente. L'absence de musique est quand même très notable dans votre film. Pourquoi C'était pas du tout voulu. Excusez-moi, c'était pas du tout voulu au départ. Je voulais de la musique. J'étais sûr qu'il y en aurait. Et donc j'ai travaillé avec le compositeur pour mon film précédent, Ozar Kenry, que j'admire et qui a un talent incroyable. Et en fait, je pense que c'est le film qui a rejeté la musique. C'est pas moi qui ai décidé, ni lui. Et donc il y a une version qui existe avec de la musique. Et un jour, donc, on était tellement dans l'hésitation, j'ai pris mon courage à deux mains. Je m'étais donné rendez-vous avec moi-même. Cette journée, je voyais personne. J'ai regardé Nos en entier, tout seul, avec la musique. Et je trouvais que c'était vraiment très bien et très émouvant. Et puis l'après-midi, j'ai revu Nos en entier, sans la musique. Et j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Et donc j'ai pris ma décision et j'ai prévenu Ozark. Et c'était une décision très difficile, surtout pour aller lui annoncer. Et je me souviens toute ma vie de sa réponse. Il m'a dit « Je suis très content parce que si c'est ta décision, c'est la meilleure pour le film. » Ça témoigne quand même de ce qu'il est, je trouve. Ce qui donne une certaine... sécheresse n'est pas le mot, mais ça donne une certaine austérité au film qui va bien avec le récit. Oui. C'est un choix difficile, j'imagine. Oui, mais j'en suis vraiment très heureux. Et je trouve que c'était juste parce que finalement, les seuls moments de musique sont des musiques qui sont à l'intérieur du film. Donc c'est le film pakistanais et la boîte de nuit. Et il n'y a pas de musique extra-diégétique. Et je trouve que c'est juste par rapport à mon propos. On n'a pas besoin de souligner, quoi. Il ne faut pas souligner. Et puis il y a un truc qui est très bien et dont je me suis rendu compte après. C'est que quel est l'endroit habituel d'une musique? C'est le générique, évidemment. Et que comme il n'y en a pas avant, ce n'est pas du tout gratuit de ne pas en mettre à la fin.
et il y a un côté de sidération beaucoup plus important parce qu'il n'y a pas de musique à la fin. Il y a aussi un autre parti pris qui est très frappant dans le film, c'est qu'on ne voit pas le coup de feu. Pourquoi avoir pris ce... C'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça. Je le savais que c'était comme ça. Parce que si on pense à Sergio Leone, c'est exactement le contraire. Exactement. Et pour vous dire, on ne le filme pas. C'est que on aurait pu d'ailleurs le filmer et puis ne pas le montrer par le montage. Donc c'est très habituel. Ou même David Lean dans Laurence d'Arabie, quand il tue son copain, jeune homme, on voit quand même. Évidemment. Et ici, je trouvais que c'était beaucoup plus fort que ce soit par le son. Et je voulais que ça sursaute. En fait, pourquoi ? Parce que c'est une scène d'amour. C'était Hitchcock qui disait il faut filmer les scènes d'amour comme les scènes de crime et filmer les scènes de crime comme les scènes d'amour. C'est évident que c'est ça. Il lui dit ma petite sœur, il la serre dans ses bras et bang. Mais c'est écrit comme ça. C'est qu'en fait, en lisant, jamais on ne pouvait se dire qu'on allait voir le flag, que j'ai évidemment montré avant, parce que je voulais le montrer avant, bien sûr. Donc l'ellipse est plus forte que la démonstration. Il y a deux choses qui définissent le cinéma, c'est l'ellipse et les deux choses qui définissent le cinéma, c'est l'ellipse et le hors-champ. C'est tout ce qui... Enfin voilà, je sais pas, dans tous les films qu'on aime, c'est comme ça. Parlons un peu de l'image. C'est une image très travaillée, oui, mais en même temps qui n'est jamais décorative, qui est chaude, mais qui n'est pas dévorante. Donc comment vous avez... quel parti pris avez-vous pris au début du film ? Mais le parti pris... Alors, on a beaucoup travaillé en amont avec le chef opérateur Grim van de Kerkhove, dont c'était le premier long métrage. Et Grim a apporté énormément. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des films qu'on aimait bien. Donc je me souviens qu'on avait regardé un film dont j'adore la lumière et lui aussi, qui est The Yards de James Gray. Et on n'a pas du tout fait ce travail-là, mais c'était intéressant de voir qu'on aimait les mêmes choses. Et on a voulu ensemble du scope, parce qu'on voulait oser tout le cinéma, c'était important de communiquer. On avait décidé que ce ne serait pas caméra à l'épaule, caméra portée, sauf dans certaines scènes nécessaires, parce que l'histoire d'une jeune fille en fuite, c'est d'office caméra à la main. Et on avait envie quand même d'avoir une certaine ambition formelle par rapport au film. Moi, je voulais des couleurs, c'était très important, et je voulais une forme de lumière. C'était important de ne pas faire un film glauque, de ne pas faire un film sombre, parce que c'est une tragédie, certes, mais c'est quand même un film lumineux, solaire. Voilà, c'est une tragédie et un film solaire. On a l'impression d'ailleurs que la lumière est un des personnages du film. Évidemment, bien sûr. Et c'est d'autant plus exceptionnel que Grim a travaillé... c'est notre premier film ensemble, par définition, parce que c'est son premier film. Mais il a tout apporté. C'est que, je vais être franc, je veux dire, les gens me félicitent pour la qualité de la lumière, et en fait, c'est lui à 100%. C'est son travail, c'est quelqu'un d'ultra doué, et c'était un honneur pour moi de travailler avec lui. Vous avez dans votre film une actrice extraordinaire qui tient le rôle principal. Comment l'avez-vous choisie ? Parce qu'elle est littéralement, elle explose dans le film. C'est un miracle. Je passais ma vie sur le tournage à dire le miracle du film, c'est les acteurs. Évidemment, particulièrement dans le cas de Lina, dans la mesure où les hasards de la vie ont fait que je l'ai rencontrée très très tard. En fait, c'était en deux parties. Il y a eu un casting auquel elle a participé et auquel je n'étais pas présent, ce qui n'est vraiment pas de chance. C'était vraiment... Je ne dis pas que je l'aurais trouvé tout de suite, c'est pas ça que je veux dire. Mais enfin bref, j'y suis presque toujours, et là je n'y étais pas. Et donc dans le travail, c'était fait à Paris, moi j'étais à Bruxelles, et on m'avait envoyé les essais, mais c'était déjà un peu classé comme ça, et elle était dans la catégorie de celles qui normalement n'étaient pas vraiment très intéressantes. Et bref. Et donc on ne trouvait pas. À un moment donné, je disais à Mickaël, j'étais désespéré, je lui disais, on n'y arrivera jamais. Et puis une nuit d'insomnie, parce que vraiment j'en dormais plus, j'ai décidé de revoir tout. Et je me suis arrêté sur Lina pour un détail, c'est qu'elle a un porte-tête haut. Je me dis, j'ai quand même envie de la revoir. Et vous devez savoir qu'avant qu'on ne cherche, j'avais un cahier des charges, mais qui était peut-être un peu trop élevé. J'avais dit à mes producteurs et au directeur de casting, etc., j'avais dit, je voudrais, un peu comme quand on écrit à Saint-Nicolas, ou au Père Noël, je voudrais une jeune actrice débutante, elle avait souligné débutante, de plus ou moins 18 ans,
crédible en pakistanaise, qui parle parfaitement français, du niveau d'Elizabeth Taylor. Et ce n'est pas innocent, Elizabeth Taylor, parce qu'en fait, il y a une raison à ça. D'abord, j'adore Elizabeth Taylor, moi, c'est une immense actrice. Et Elizabeth Taylor a un port de tête haut. Quand Elizabeth Taylor débarque dans La chatte sur un toit brûlant, c'est pas celle que l'on va pouvoir dompter ou dominer. C'est ça que je voulais. Or, dans le cinéma français, c'est une caractéristique, c'est pas un jugement, beaucoup d'actrices baissent la tête. Il y a un truc... voilà, c'est comme ça, elle baisse la tête et Elizabeth Taylor pas. Et Lina non plus. Et donc j'ai fait venir Lina, et là on a travaillé tout un week-end très intensément, vraiment, on a travaillé énormément. Et là j'ai constaté qu'elle avait le courage de m'écouter et de s'abandonner. C'est la seule chose que je demande à mes acteurs. Je dis deux choses. M'écouter, s'abandonner, et ça ira. Même pas m'écouter, je ne dis pas ça, je dis écouter et s'abandonner. Parce qu'il faut aussi écouter son partenaire, bien sûr. Et elle l'a fait, et donc c'était parti. Et je pense vraiment que la chance du film, c'est les acteurs. Et... Le reste du casting est quand même très intéressant, notamment avec un acteur comme Olivier Gourmet. Comment avez-vous choisi tous ces acteurs ? Alors, le plus important, c'est évidemment Sébastien Aubany, parce que lui, je l'ai trouvé tout de suite. C'est vraiment le contraire de Lina. Et je pense que c'était une grande chance, parce que Sébastien a beaucoup travaillé en amont, et donc il était très libre sur le tournage, et ça l'a beaucoup aidé. Et ça l'a aussi aidé dans le fait d'accueillir Lina, qui n'avait pas de préparation, qui a dû apprendre l'ourdou à la phonétique très 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 vite. Et donc lui était son grand frère. Et ça, on ne l'avait pas calculé. Mais Sébastien, qui était très proche de moi depuis longtemps, et qui accueille avec moi, mais lui en qualité de grand frère, Lina, je pense que ça a aidé. Et je pense que Sébastien, c'est un acteur ultra doué, je pense qu'il peut tout jouer. Il n'a aucune limite hormis lui-même, et je pense que si jamais ça se met bien, il peut faire une carrière incroyable. Le père, c'était évidemment Baba Karimi, qui est l'acteur d'une séparation de Asghar Farhadi, enfin l'un des acteurs d'une séparation. Et je suis dingue d'Asghar Farhadi, je pense que c'est un des plus grands réalisateurs vivants, et je suis fan absolu d'une séparation. Et d'ailleurs, Mickaël, mon producteur, disait souvent « Ah, mais ce serait bien que le père il soit du niveau du juge dans les séparations. » Et c'est en disant ça que notre directrice de casting a dit « Mais il parle français. » Ah bon ? On l'a rencontré, il a fait le film. Pour l'actrice qui a le rôle de la mère, c'est Nina Kulkarni, qui est une actrice indienne, star là-bas, et qui a fait un travail absolument incroyable. Elle ne parle pas français, mais elle joue un peu à la phonétique et très 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 bien. Alice de Langzin est la seule, avec Olivier Gourmet, qui n'a pas passé de casting, parce que je n'ai pas besoin, je l'adore, je pense qu'elle est la plus douée de sa génération. Chaque fois que je la vois sur un écran, elle est incroyablement juste. Olivier Gourmet était dans Le Monde nous appartient, et dans Nos, et dans mon film suivant, Libre, et sera dans tous mes films, parce que c'est un deal moral entre lui et moi. Olivier, c'est à la fois mon ami et le meilleur acteur du monde, donc l'affaire est réglée. Et alors, je voulais juste insister sur deux acteurs dont j'ai trouvé extraordinaires. C'est Zachary Chasserio, qui tient le rôle du motard dans Zahira tombe amoureuse. Et je termine surtout par une actrice dont je ne m'explique pas qu'elle ne travaille pas plus, qui s'appelle Aurora Marion, qui tient le rôle de la grande sœur, donc Ina. C'est Miss Monde qui sait jouer la comédie, et le cinéma français ne lui donne pas de travail. Incompréhensible. Si on pouvait résumer vos films et votre cinéma, il y a un mot moi, qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est liberté. À la fois à l'intérieur de la forme, à la fois à l'intérieur des personnages, et à la fois dans la quête des personnages. Mais c'est dingue que vous me disiez ça, parce que le titre de mon prochain film, c'est Libre. C'est le titre. C'est déjà arrêté, c'est sûr que c'est ça le titre. Mais personne ne m'a dit ça. Eh bien, on vous le dit. Merci beaucoup.